Merci, Monsieur le Président. En fait, vous me présentez comme juriste, mais il se trouve que je ne pratique plus le droit aujourd'hui, volontairement, après avoir été 15 ans avocat et 22 ans directeur juridique, respectivement, de GE Medical Systems Europe, Moyen-Orient, Afrique, Asie, de Areva Transmission et Distribution, puis du groupe Areva, et enfin d'Alstom Grid, une filiale d'Alstom, et très accessoirement des laboratoires Pierre Fabre. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ça m'a donné une vision des choses assez riche, et je voudrais donc, dans les 5 minutes qui me sont accordées, 15 minutes, ah ben j'ai de la chance, je croyais que c'était plus court, vous parlez de trois points. Donc le sujet dont je dois vous m'entretenir est comment la lutte antiterroriste a favorisé la mise en place des mesures d'extraterritorialité. C'est un magnifique sujet qui m'a été imposé par l'organisatrice, Madame Varenne, et que je vais donc traiter. Et donc je vais vous parler successivement du Patriot Act et de ce qu'est le Patriot Act. Et je vais vous donner un petit éclairage sur cette législation américaine. Je vous donnerai quelques éléments de critique américaine du Patriot Act, parce qu'il n'y a pas que dans cette salle qu'on critique le Patriot Act. Et ensuite, je voudrais vous donner un retour d'expérience de ma vie personnelle dans les 3 entreprises où j'ai travaillé et en quoi cette expérience peut éclairer la situation présente. Mais à titre liminaire, je voudrais faire 3 remarques. D'abord, la position de Monsieur le ministre Pierre Lellouche, pour lequel j'ai beaucoup d'affection, et si je l'ai volontairement un petit peu attaqué, c'était évidemment par jeu. Je respecte sa position, mais je ne la partage pas. Et je ne la partage pas parce que je crois que, et il s'agit évidemment de prospective, donc je crois qu'il ne s'agit pas de vérité en l'occurrence, mais plutôt de débat. On est dans un lieu de débat puisqu'on est dans une assemblée nationale. Je voudrais rappeler comment l'Empire romain, à l'époque d'Adrien puis de Constantin, donc au IVe siècle, en 306, s'est petit à petit transformé et comment l'Empire romain est devenu chrétien. Et je crois qu'il est intéressant de voir que la logique de pouvoir n'est pas la seule logique à l'œuvre dans l'histoire humaine. Et que les logiques de soft power, et c'est ça que je voulais dire tout à l'heure quand je parlais de taoïsme, évidemment, mais c'était peut-être un peu trop elliptique, je pense que le soft power aujourd'hui a une influence et une incidence considérable dans l'évolution des mœurs. Et je ne donnerai qu'un exemple, c'est celui par exemple du yoga. Quand vous voyez comment le yoga s'est développé, moi mon père qui aurait 110 ans aujourd'hui, faisait du yoga dans les années 50. Il était l'un des premiers, je pense, en France à faire du yoga. Et j'ai retrouvé des livres qui sont parmi les premiers. Je crois que dans les années 20, il y a des gens qui faisaient du yoga déjà. Mais je pense, si vous voulez, qu'il y a des évolutions imperceptibles dans les mœurs et dans les comportements des hommes qu'il ne faut pas négliger. Et je crois que l'approche uniquement en rapport de force, certes, est exacte, mais elle doit inclure les rapports de force de soft power. En ce qui concerne la position de l'Europe et de la France dans le monde, pour moi, la guerre est déjà perdue. Et donc, je considère vivre dans un état rural et agricole. Et je suis sérieux quand je dis ça. Il se trouve que j'ai un seul fils et je lui ai conseillé d'être berger. Et mon fils va être berger. Il fait une formation de berger actuellement. Enfin, j'ai assisté il y a quelques années, il y a 2 ans, je crois, à une conversation et à une conférence extrêmement intéressante au cabinet Gilles Loiret-Noël, que vous connaissez sans doute, qui est un des très grands cabinets d'avocats d'affaires français, auquel assistait monsieur le ministre Hubert Védrine. Et je me rappelle lui avoir posé la question suivante, et déjà j'étais évidemment un peu provocateur, et je lui avais demandé « Quelle est, monsieur le ministre, votre vision de l'Europe ?» Et il m'avait dit « Ma vision de l'Europe, c'est celle d'un grand ensemble de pays pacifiques, non agressifs, neutres comme la Suisse, composé de savants, de chercheurs, d'agriculteurs, de juristes, d'artistes et de commerçants. » Et si vous voulez, c'est peut-être un peu visionnaire et un peu rêveur, mais il y avait quand même une part de vérité dans ce que disait M. Védrine, qui est quand même pas le dernier des imbéciles en termes de prospective politique internationale. Alors, je voudrais maintenant revenir aux 3 sujets dont je voulais vous parler, et je vais commencer par le Patriot Act. Et pour vous présenter le Patriot Act, je vais tout simplement me reporter à ce que dit Wikipédia, parce que c'est quand même ce qu'il y a de plus pratique. Alors, je vais vous lire très rapidement ce que disait
Monsieur le Président George W. Bush lors de la signature du USA Patriot Act à la Maison-Blanche dans l'East Room le 26 octobre 2001. Le Président a accompagné ce geste, le geste de sa signature, j'entends, du commentaire suivant, ouvrez les guillemets, « Avec ma signature, cela donnera de nouveaux instruments au service du renseignement et à la police pour combattre les dangers actuels. » Fermez les guillemets. C'est intéressant, hein ? C'est intéressant parce que les caractères très général des termes employés montrent bien que les desseins étaient multiples et qu'il ne s'agissait pas simplement de lutter contre le terrorisme. Alors, ensuite, le Patriot Act, le titre du Patriot Act en français, je vous le traduis, c'est une loi pour unir et renforcer l'Amérique, avec un grand A, en fournissant les outils appropriés pour déceler et contrer le terrorisme. C'est donc une loi antiterroriste votée par le Congrès des États-Unis le 26 octobre 2001. Alors, l'un des actes centraux de ce long texte, puisqu'il fait 132 pages, 132 pages, et j'imagine que je vais vous demander dans la salle, qui a lu le Patriot Act ? Personne. J'avoue que je suis surpris. Je suis surpris parce que je pense qu'il y a ici des gens qui s'intéressent à la politique internationale et aux rapports de force. Or, il s'agit d'un des textes fondateurs des rapports de force actuels. Donc, si vous voulez, je pense que si vous voulez vous intéresser à ces questions, il convient de lire les textes. L'un des axes centraux de ce texte est d'effacer la distinction juridique entre les enquêtes effectuées par les services de renseignement extérieurs, et les agences fédérales responsables des enquêtes criminelles, FBI et CIA, dès lors qu'elles impliquent des terroristes étrangers. Elle crée aussi le statut de combattant ennemi et combattant illégal qui permettent au gouvernement des États-Unis de détenir sans limite et sans inculpation toute personne soupçonnée de projet terroriste. Intéressant. Et je vais vous dire, je vous ai évidemment un peu bousculé en vous disant que vous n'aviez pas lu le texte, mais je vous invite à lire les textes, parce que dans le cas de Frédéric Pierucci, ce qui est arrivé à Frédéric Pierucci, dont je suis l'associé, parce que c'est aujourd'hui le métier que je fais, ce qui est arrivé à Frédéric Pierucci est écrit noir sur blanc dans un document qui s'appelle le Yates Memo, qui a été écrit par Madame le procureur Yates, qui est un procureur du département de la justice américaine, qui a développé la théorie du département de la justice pour lutter contre la corruption dans les grandes organisations que sont les grandes entreprises internationales. Et il y est décrit exactement ce qui est arrivé à Frédéric Pierucci. Donc c'est pour ça que je pense qu'il est utile de lire, parce que ces saxons et ces angles que sont ces anglo-saxons, et je pense qu'ils ont tous les attributs, si vous voulez, toute cette agressivité qu'on retrouve dès l'époque des Angles et des Saxons, ils écrivent ce qu'ils font. Ils écrivent ce qu'ils font. Et donc c'est pour ça que je vous invite à aller sur le site du département de la justice pour lire très précisément ce que dit le département de la justice de sa politique de lutte contre la corruption, qui donc est assise essentiellement sur un texte qui a été conçu pour la lutte contre le terrorisme. Alors, j'en viens maintenant au deuxième point, parce que le temps passe, qui est les critiques. Cette loi, si vous voulez, on la critique ici, mais en fait, elle fait l'objet de vives critiques par de nombreuses organisations aux États-Unis. Et ça, je trouve ça très intéressant, parce que nous ne sommes pas seuls, en fait, dans ce combat. Nous ne sommes pas seuls, et je pense que c'est utile de le savoir qu'on n'est pas seuls. Alors, parmi, évidemment, les organisations connues, il y a l'ACLU, qui est l'Association de défense des droits de l'homme, qui est une organisation assez à gauche aux États-Unis. Mais ce ne sont pas les seuls. De nombreux juristes américains considèrent cette loi comme étant liberticide. Selon eux, les libertés individuelles ont été largement diminuées au profit de la répression policière par ce Patriot Act. Les points critiqués sont notamment la diminution des droits de la défense, droit à un procès équitable, ou due process. Et si vous voulez, aujourd'hui, l'Amérique ne fonctionne plus suivant la règle du due process. L'Amérique n'est plus une démocratie fondée sur le droit. Sur l'autre point critiqué, c'est la violation de la vie privée, la diminution du droit à la liberté d'expression. Et sachez, mesdames et messieurs, que plus de 360 villes et comtés aux États-Unis ont déclaré refuser d'appliquer le Patriot Act. Plus de 360 villes et comtés. Aujourd'hui, toute entreprise américaine doit fournir les données sensibles demandées par l'administration fédérale,
FBI et CIA, même si ceux-ci sont stockés en Europe. À bon entendeur. Voilà, donc ça c'était le deuxième point. Et maintenant le troisième point, je voudrais vous parler de retour d'expérience de ma petite vie de petit juriste. Parce que moi, je ne suis pas député, et je vais vous dire, je n'aime pas du tout les politiques, et je considère que les politiques qui ont parlé aujourd'hui ont en fait au moins une guerre de retard, sinon deux. Alors je les aime beaucoup, parce que j'aime beaucoup M. Lelouch, et j'aime beaucoup M. Marlex, et je m'entends bien avec eux, mais je considère qu'ils ont tous les deux au moins une guerre de retard, parce que le rapport Lelouch, si vous voulez, il intervient 10 ans après le Patriot Act. 10 ans après le Patriot Act. Alors, on aurait dû lire le Patriot Act dès qu'il est sorti, en fait, et pas attendre 10 ans. Mais bon, si vous voulez, ce n'est pas que l'histoire d'un homme, évidemment, ou de quelques hommes. C'est, je pense, cette nation qui est malade de l'absence de vertu. Alors, ce que je voudrais dire là, c'est donc vous faire un petit retour d'expérience de mes 3 expériences dans 3 grands groupes. J'ai travaillé chez General Electric, en fait, après avoir été 15 ans avocat dans différents cabinets d'avocats d'affaires à Paris, dans de bons cabinets d'ailleurs. J'ai été recruté tout à fait par hasard pour travailler dans l'industrie. Il se trouve que j'ai toujours beaucoup aimé l'industrie. Quand j'étais à Sciences Po, j'allais le samedi matin visiter des usines en autocar avec un professeur de géographie. Et donc, je travaillais chez General Electric. Et là, figurez-vous que, qu'est-ce qu'il m'est demandé de faire comme directeur juridique? Il m'est demandé évidemment d'appliquer les règles de Foreign Corrupt Practices Act dans toutes les transactions que nous faisons quand nous vendons des scanners et des IRM à travers le monde à des hôpitaux publics, civils ou militaires. Ce qui me semble tout à fait normal, puisqu'on est une société détenue et contrôlée par une société américaine, donc il est normal qu'on respecte le droit américain. Mais plus curieux, il m'est demandé de remplir sur une base mensuelle une feuille Excel, vous savez, avec le petit logiciel sur votre ordinateur, pour remonter tous les cas de corruption que nous avons notés auprès des commerciaux dans le monde entier. Moi, je n'avais pas le monde entier, j'avais que le monde hors les Amériques. Mais donc le monde hors les Amériques pour ma division, qui faisait quand même 7 ou 8 milliards, on me demandait donc de remonter tous les cas de corruption que nous notions. Et tous ces cas de corruption étaient en fait centralisés au siège social de General Electric. Et là, au siège social de General Electric, vous avez quand même un grand nombre de juristes. General Electric a à peu près 5000 juristes. C'est le plus gros cabinet juridique du monde. Il y a, parmi ces 5000 juristes, il y a à peu près 30 anciens du département de la justice américaine. Parce qu'il faut bien évidemment défendre General Electric contre les risques de corruption internes et externes. Et donc on recrute des gens, des anciens de l'administration. Ces anciens de l'administration, évidemment, j'imagine, peuvent avoir, le cas échéant, au moins à titre non officiel, de façon informelle, comme on l'a tous quand on a travaillé quelque part, on garde des relations avec ses anciens collègues, des relations avec leurs anciens collègues. Et donc, si vous voulez, on me demandait, moi, pour ma petite division, mais des divisions comme la mienne, il y en avait 10, de remonter tous les mois tous les cas de corruption qui étaient centralisés au siège. En fait, j'ai été, pendant les 8 ans où j'ai été directeur juridique de cette entité, j'ai fait du renseignement au profit d'une puissance étrangère sans le savoir. Et je me rappelle que, alors même que j'étais le responsable juridique pour la France le plus senior par mon âge, je participais une fois par trimestre à une réunion avec le directeur juridique du groupe General Electric et ses adjoints directs, dont le directeur du contentieux du groupe, qui n'était autre que l'ancien attorney général du Massachusetts. Donc c'est quand même des juristes d'un bon niveau. Et je me rappelle ces messieurs dire, et ça c'était en 2000, Alstom et Siemens, nous étions dans une réunion à Bruxelles, on était une quinzaine, Alstom et Siemens, nous arriverons à les mettre à genoux sur la corruption d'ici 10 ans. Et c'est drôle parce que cette petite phrase qui a été dite par ce monsieur, je m'en souviens comme si c'était hier, et c'est incroyable parce que ce monsieur disait juste, General Electric a réussi à mettre à genoux Siemens et General Electric, Siemens en 2008, Alstom en 2014-2015, et donc ils ont réussi leur dessein. Voilà, alors après je crois que je vais m'arrêter là, j'aurais beaucoup d'autres choses à vous dire, mais je vais m'arrêter là. Merci beaucoup.